d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil, si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis, il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant en tous sens des regards furieux et montrait l'agitation d'une bête captive pour les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna. Songez, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitani, où Swann l'avait approchée et où elle rêve encore. Issue de la fécondation d'une statue antique par quelque modèle padouan du maître ou quelque saxon d'Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux crépelés par la nature, mais collées par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, sait du moins tirer de ces simples formes des richesses si variées, et comme empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et fleurissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpents. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d'un escalier monumental que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer comme celui du palais ducal, l'escalier des géants, et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah! Avec quelle joie, au contraire, il eût grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée, dans le 5e, à laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avant-scène hebdomadaire à l'opéra le droit de passer la soirée quand Odette y venait. Et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand il n'était pas là, et qui, à cause de cela, lui paraissaient receler de la vie de sa maîtresse quelque chose de plus réel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte au lait vide et sale préparée sur le paillasson, dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge ou la porte d'un appartement, représentant le service intérieur qu'il dirigeait, et en faisant hommage aux invités, un concierge, à un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel.
attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites, avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à l'aise, se tenaient sous l'arcature de leur portail avec un éclat pompeux, tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche, et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique à face blême, avec une petite queue de cheveux nouée d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion de répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art, dont elles tirent leur nom, et d'une nudité voulue, ne contiennent rien d'autre, exhibait, à son entrée, comme quelques précieuses effigies de Benvenuto Cellini représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son hausse col rouge une figure plus rouge encore, d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant les tapisseries d'Aubusson, tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l'air, avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, d'épier, ange ou vigie d'une tour de donjon ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert dont un huissier, chargé de chaînes, lui ouvrit les portes en s'inclinant, comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment même, si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur. Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine, quand, au-delà de la tenture de tapisserie, au spectacle des domestiques succéda celui des invités. Mais cette laideur même de visage, qu'il connaissait pourtant si bien, lui semblait neuve depuis que leurs traits, au lieu d'être pour lui des signes pratiquement utilisables à l'identification de telle personne qui lui avait représenté jusque-là un faisceau de plaisir à poursuivre, d'ennui à éviter ou de politesse à rendre, reposaient, coordonnés seulement par des rapports esthétiques dans l'autonomie de leurs lignes. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann se trouva enserré, il n'était pas jusqu'au monocle que beaucoup portaient, et qui, autrefois, aurait tout au plus permis à Swann de dire qu'il portait un monocle, qui, déliés maintenant de signifier une habitude, la même pour tous, ne lui apparussent chacun avec une sorte d'individualité. Peut-être parce qu'il ne regarda le général de Froberville et le marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée que comme deux personnages dans un tableau, alors qu'ils avaient été longtemps pour lui les amis utiles qui l'avaient présenté au jockey et assisté dans des duels. Le monocle du général, resté entre ses paupières comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire, balafrée et triomphale, au milieu du front qui l'éborgnait comme l'œil unique du cyclope, apparut à Swann comme une blessure monstrueuse qu'il pouvait être glorieux d'avoir reçue, mais qu'il était indécent d'exhiber, tandis que celui de M. de Bréauté ajoutait, en signe de festivité, aux gants gris perle, au gibus, à la cravate blanche et substitué au binocle familier, comme faisait Swann lui-même, pour aller dans le monde, porté, collé à son revers, comme une préparation d'histoire naturelle sous un microscope,
un regard infinitésimal et grouillant d'amabilité, qui ne cessait de sourire à la hauteur des plafonds, à la beauté des fêtes, à l'intérêt des programmes et à la qualité des rafraîchissements. Tiens, vous voilà. Mais il y a des éternités qu'on ne vous a vu, dit à Swann le général qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta. Vous avez bonne mine, vous savez. Pendant que M. de Bréauté demandait. Comment, vous, mon cher, qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici? Un romancier mondain qui venait d'installer au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse, et répondit d'un air important et mystérieux, en roulant l'air. J'observe. Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, n'avait aucune bordure, et obligeant à une crispation incessante et douloureuse l'œil, où il s'incrustait comme un cartilage superflu, dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique, et le faisait juger par les femmes comme capable de grands chagrins d'amour. Mais celui de M. de Saint-Candé, entouré d'un gigantesque anneau, comme Saturne, était le centre de gravité d'une figure qui s'ordonnait à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge et la bouche lipue et sarcastique tâchaient, par leurs grimaces, d'être à la hauteur des feux roulants d'esprit dont étincelait le disque de verre, et se voyaient préférés aux plus beaux regards du monde par des jeunes femmes snobs et dépravées, qu'il faisait rêver de charme artificiel et d'un raffinement de volupté. Et cependant, derrière le sien, Monsieur de Palancy qui, avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes, en desserrant d'instant en instant ses mandibules, comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel, et peut-être purement symbolique, du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout, qui rappela à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto de Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuillu évoque les forêts où se cache son repère. Swann s'était avancé, sur l'insistance de Madame de Sainte-Verte, et pour entendre un air d'Orphée qu'exécutait un flûtiste, s'était mis dans un coin où il avait malheureusement comme seule perspective deux dames déjà mûres, assises l'une à côté de l'autre, la marquise de Cambremer et la vicomtesse de Franquetot, lesquelles, parce qu'elles étaient cousines, passaient leur temps dans les soirées, portant leurs sacs et suivies de leurs filles, à se chercher comme dans une gare, et n'étaient tranquilles que quand elles avaient marqué, par leur éventail ou leur mouchoir, deux places voisines. Madame de Cambremer, comme elle avait très peu de relations, étant d'autant plus heureuse d'avoir une compagne, Madame de Franquetot, qui était au contraire très lancée, trouvant quelque chose d'élégant, d'original, à montrer à toutes ces belles connaissances qu'elle leur préférait une dame obscure avec qui elle avait en commun des souvenirs de jeunesse. Plein d'une mélancolique ironie, Swann les regardait écouter l'intermède de piano, Saint François parlant aux oiseaux de Liszt, qui avait succédé à l'air de flûte, et suivre le jeu vertigineux du virtuose, Madame de Franquetot, anxieusement, les yeux éperdus comme si les touches sur lesquelles il courait avec agilité avaient été une suite de trapèzes d'où il pouvait tomber d'une hauteur de 80 mètres, et non sans lancer à sa voisine des regards d'étonnement, de dénégation qui signifiaient « Ce n'est pas croyable, je n'aurais jamais pensé qu'un homme pût faire cela ». Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête transformée en balancier de métronome dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles, avec cette espèce d'égarement et d'abandon du regard qu'ont les douleurs qui ne se connaissent plus ni ne cherchent à se maîtriser et disent « Que voulez-vous ?» qu'à tout moment, elle accrochait avec ses solitaires
les pattes de son corsage et était obligée de redresser les raisins noirs qu'elle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela d'accélérer le mouvement. De l'autre côté de madame de Frantou, mais un peu en avant, était la marquise de Gaillardon, occupée à sa pensée favorite, l'alliance qu'elle avait avec les Guermantes, et d'où elle tirait pour le monde et pour elle-même beaucoup de gloire avec quelque honte. Les plus brillants d'entre eux la tenant un peu à l'écart, peut-être parce qu'elle était ennuyeuse, ou parce qu'elle était méchante, ou parce qu'elle était d'une branche inférieure, ou peut-être sans aucune raison. Quand elle se trouvait auprès de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, comme en ce moment auprès de madame de Frantou, elle souffrait que la conscience qu'elle avait de sa parenté avec les Guermantes ne pût se manifester extérieurement en caractères visibles, comme ceux qui, dans les mosaïques des églises byzantines, placés les uns au-dessous des autres, inscrivent en une colonne verticale, à côté d'un saint personnage, les mots qu'il est censé prononcer. Elle songeait en ce moment qu'elle n'avait jamais reçu une invitation ni une visite de sa jeune cousine, la princesse des Laumes, depuis 6 ans que celle-ci était mariée. Cette pensée la remplissait de colère, mais aussi de fierté, car, à force de dire aux personnes qui s'étonnaient de ne pas la voir chez madame des Laumes que c'est parce qu'elle aurait été exposée à y rencontrer la princesse Mathilde, ce que sa famille, ultra-légitimiste, ne lui aurait jamais pardonné. Elle avait fini par croire que c'était en effet la raison pour laquelle elle n'allait pas chez sa jeune cousine. Elle se rappelait pourtant qu'elle avait demandé plusieurs fois à madame des Laumes comment elle pourrait faire pour la rencontrer, mais ne se le rappelait que confusément, et d'ailleurs neutralisé, et au-delà, ce souvenir un peu humiliant en murmurant « Ce n'est tout de même pas à moi à faire les premiers pas, j'ai 20 ans de plus qu'elle ». Grâce à la vertu de ses paroles intérieures, elle rejetait fièrement en arrière ses épaules détachées de son buste et sur lesquelles sa tête posée presque horizontalement faisait penser à la tête, rapportée, d'un orgueilleux faisan qu'on sert sur une table avec toutes ses plumes. Ce n'est pas qu'elle ne fût par nature courtaude, homasse et boulotte, mais les camouflets l'avaient redressée comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre. Obligée, pour se consoler de ne pas être tout à fait l'égale des autres Guermantes, de se dire sans cesse que c'était par intransigeance de principe et fierté qu'elle les voyait peu. Cette pensée avait fini par modeler son corps et par lui enfanter une sorte de prestance qui passait, aux yeux des bourgeoises, pour un signe de race et troublait quelquefois d'un désir fugitif le regard fatigué des hommes de cercle. Si on avait fait subir à la conversation de madame de Gaillardon ces analyses qui, en relevant la fréquence plus ou moins grande de chaque terme, permettent de découvrir la clé d'un langage chiffré, on se fut rendu compte qu'aucune expression, même la plus usuelle, n'y revenait aussi souvent que chez mes cousins de Guermantes, chez ma tante de Guermantes, la santé d'Elzéar de Guermantes, la baignoire de ma cousine de Guermantes. Quand on lui parlait d'un personnage illustre, elle répondait que, sans le connaître personnellement, elle l'avait rencontré 1000 fois chez sa tante de Guermantes. Mais elle répondait cela d'un ton si glacial et d'une voix si sourde qu'il était clair que si elle ne le connaissait pas personnellement, c'était en vertu de tous les principes indéracinables et entêtés auxquels ses épaules touchaient en arrière, comme à ces échelles sur lesquelles les professeurs de gymnastique vous font étendre pour vous développer le thorax. Or, la princesse des Laumes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules, là même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès, dans le fond de l'air, d'y être à sa place, comme un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là, et bornant simplement son regard, pour ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards.
à la considération d'un dessin du tapis ou de sa propre jupe. Elle se tenait debout, à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste, et d'où elle savait bien qu'une exclamation ravie de madame de Sainte-Verte allait l'attirer dès que celle-ci l'aurait aperçue, à côté de madame de Cambremer, qui lui était inconnue. Elle observait la mimique de sa voisine mélomane, mais ne l'imitait pas. Ce n'est pas que, pour une fois qu'elle venait passer 5 minutes chez madame de Sainte-Verte, la princesse des Laumes n'eût souhaité, pour que la politesse qu'elle lui faisait comptât double, se montrer le plus aimable possible. Mais par nature, elle avait horreur de ce qu'elle appelait les exagérations, et tenait à montrer qu'elle n'avait pas à se livrer à des manifestations qui n'allaient pas avec le genre de la coterie où elle vivait, mais qui pourtant, d'autre part, ne laissaient pas de l'impressionner, à la faveur de cet esprit d'imitation voisin de la timidité que développe chez les gens les plus sûrs d'eux-mêmes l'ambiance d'un milieu nouveau, fût-il inférieur. Elle commençait à se demander si cette gesticulation n'était pas rendue nécessaire par le morceau qu'on jouait et qui ne rentrait peut-être pas dans le cadre de la musique qu'elle avait entendue jusqu'à ce jour, si s'abstenir n'était pas faire preuve d'incompréhension à l'égard de l'œuvre et d'inconvenance vis-à-vis de la maîtresse de la maison. De sorte que pour exprimer par une cote mal taillée ces sentiments contradictoires, tantôt elle se contentait de remonter la bride de ses épaulettes ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou d'émail rose, givrées de diamants, qui lui faisaient une coiffure simple et charmante, en examinant avec une froide curiosité sa fougueuse voisine, tantôt de son éventail qu'elle battait pendant un instant la mesure, mais, pour ne pas abdiquer son indépendance, à contretemps. Le pianiste, ayant terminé le morceau de Liszt et ayant commencé un prélude de Chopin, madame de Cambremer lança à madame de Franctot un sourire attendri de satisfaction compétente et d'allusion au passé. Elle avait appris, dans sa jeunesse, à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se jouent, dans cet écart de fantaisie, que pour revenir plus délibérément, d'un retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier, vous frapper au cœur. Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n'allant guère au bal, elle s'était grisée dans la solitude de son manoir, à ralentir, à précipiter la danse de tous ces couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour entendre le vent souffler dans les sapins, au bord du lac, et à y voir tout d'un coup s'avancer, plus différent de tout ce qu'on n'a jamais rêvé que ne sont les amants de la terre, un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. Mais aujourd'hui, la beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de l'estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme, et ceux mêmes dont le goût est mauvais n'y trouvaient plus qu'un plaisir inavoué et médiocre. Madame de Cambremer jeta un regard furtif derrière elle. Elle savait que sa jeune bru, pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de l'esprit sur lesquelles, sachant jusqu'à l'harmonie et jusqu'au grec, elle avait des lumières spéciales, méprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette wagnérienne qui était plus loin avec un groupe de personnes de son âge, madame de Cambremer se laissait aller à des impressions délicieuses. La princesse des Laumes les éprouvait aussi. Sans être par nature douée pour la musique, elle avait reçu il y a 15 ans les leçons qu'un professeur de piano du faubourg Saint-Germain, femme de génie qui avait été à la fin de sa vie réduite à la misère, avait recommencé, à l'âge de 70 ans, à donner aux filles et aux petites filles de ses anciennes élèves. Elle était morte aujourd'hui. Mais sa méthode, son beau son,
renaissait parfois sous les doigts de ses élèves, même de celles qui étaient devenues pour le reste des personnes médiocres, avaient abandonné la musique et n'ouvraient presque plus jamais un piano. Aussi, madame Delhomme put-elle secouer la tête, en pleine connaissance de cause, avec une appréciation juste de la façon dont le pianiste jouait ce prélude qu'elle savait par cœur. La fin de la phrase commencée chanta d'elle-même sur ses lèvres, et elle murmura « C'est toujours charmant », avec un double CH au commencement du mot qui était une marque de délicatesse et dont elle sentait ses lèvres si romanesquement froissées comme une belle fleur qu'elle harmonisa instinctivement son regard avec elle en lui donnant à ce moment-là une sorte de sentimentalité et de vague. Cependant, madame de Gaillardon était en train de se dire qu'il était fâcheux qu'elle n'eût que bien rarement l'occasion de rencontrer la princesse des Laumes, car elle souhaitait lui donner une leçon en ne répondant pas à son salut. Elle ne savait pas que sa cousine fût là. Un mouvement de tête de madame de Franctot la lui découvrit. Aussitôt, elle se précipita vers elle en dérangeant tout le monde, mais désireuse de garder un air hautain et glacial qui rappela à tous qu'elle ne désirait pas avoir de relation avec une personne chez qui on ne pouvait se trouver nez à nez avec la princesse Mathilde, et au-devant de qui elle n'avait pas à aller car elle n'était pas sa contemporaine. Elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de réserve par quelques propos qui justifia sa démarche et força la princesse à engager la conversation. Aussi, une fois arrivée près de sa cousine, madame de Gaillardon, avec un visage dur, une main tendue comme une carte forcée, lui dit « Comment va ton mari ?» de la même voix soucieuse que si le prince avait été gravement malade. La princesse, éclatant d'un rire qui lui était particulier et qui était destiné à la fois à montrer aux autres qu'elle se moquait de quelqu'un et aussi à se faire paraître plus jolie en concentrant les traits de son visage autour de sa bouche animée et de son regard brillant, lui répondit « Mais le mieux du monde !» Et elle rit encore. Cependant, tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine, inquiète encore pourtant de l'état du prince, madame de Gaillardon dit à sa cousine « Oriane !» Ici, madame Delhomme regarda d'un air étonné et rieur un tiers invisible, vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé madame de Gaillardon à l'appeler par son prénom. « Je tiendrai beaucoup à ce que tu viennes un moment demain soir chez moi entendre un quintet avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton appréciation. » Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service et avoir besoin de l'avis de la princesse sur le quintet de Mozart, comme si ça avait été un plat de la composition d'une nouvelle cuisinière sur les talents de laquelle il lui eût été précieux de recueillir l'opinion d'un gourmet. « Mais je connais ce quintet, je peux te dire tout de suite que je l'aime. Tu sais, mon mari n'est pas bien, son foie. Cela lui ferait grand plaisir de te voir, » reprit madame de Gaillardon, faisant maintenant à la princesse une obligation de charité de paraître à sa soirée. La princesse n'aimait pas à dire aux gens qu'elle ne voulait pas aller chez eux. Tous les jours, elle écrivait son regret d'avoir été privée, par une visite inopinée de sa belle-mère, par une invitation de son beau-frère, par l'opéra, par une partie de campagne, d'une soirée à laquelle elle n'aurait jamais songé à se rendre. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par les contretemps princiers qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Puis, faisant partie de cette spirituelle coterie des Guermantes où survivait quelque chose de l'esprit alerte, dépouillé de lieux communs et de sentiments convenus, qui descend de Mérimée et a trouvé sa dernière expression dans le théâtre de Mélac et à Lévis, elle l'adaptait même aux rapports sociaux, le transposait jusque dans sa politesse qui s'efforçait d'être positive, précise, de se rapprocher de l'humble vérité. Elle ne développait pas longuement à une maîtresse de maison l'expression du désir qu'elle avait d'aller à sa soirée. Elle trouvait plus aimable de lui exposer quelques petits faits d'où dépendrait qu'il lui fût ou non possible de s'y rendre.
Écoute, je vais te dire, dit-elle à madame de Gaillardon. Il faut demain soir que j'aille chez une amie qui m'a demandé mon jour depuis longtemps. Si elle nous emmène au théâtre, il n'y aura pas, avec la meilleure volonté, possibilité que j'aille chez toi. Mais si nous restons chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrai la quitter. Tiens, tu as vu ton ami Monsieur Swann? Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là. Je vais tâcher qu'il me voie. C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, dit madame de Gaillardon. Oh, je sais qu'il est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant. Mais cela ne fait rien. Un juif chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques. J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choquée, dit la princesse des Laumes. Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents. Mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai? Je suis sans lumière à ce sujet. Le pianiste, qui avait à jouer 2 morceaux de Chopin, après avoir terminé le prélude, avait attaqué aussitôt une polonaise. Mais depuis que madame de Gaillardon avait signalé à sa cousine la présence de Swann, Chopin ressuscité aurait pu venir jouer lui-même toutes ses œuvres sans que madame de Laume pût y faire attention.